Bonjour à tous, merci d'être présents à ce petit webinaire. Donc ici l'idée c'est de présenter en 1/2 heure, les dernières petites nouveautés que Mercator a mis à disposition depuis la version 10.10. On a une quinzaine de points ici à voir ensemble. Voilà, on va les parcourir, rapidement. Je ferai chaque fois le lien vers les pages, hein. Donc vous savez que dès qu'on met une nouveauté, on crée une page, sur mercator.eu, et donc on communiquera, a posteriori, si vous voulez, l'ensemble des numéros de page pour que vous puissiez regarder peut-être plus en détail, les possibilités. Alors, je propose de commencer ici directement par la première fonctionnalité qui permet assez facilement de vérifier finalement le statut en sommeil ou hors stock à la validation d'un document. Donc l'exemple ici, c'est de se dire, imaginons que je prenne un article, que je mette ça dans un devis par exemple. L'article est toujours d'actualité, il n'est pas encore mis en sommeil. Il va être augmenté de statut avec le temps. Et quand on va valider le document une fois qu'il est augmenté de statut, on va à ce moment-là vérifier s'il est toujours d'actualité. Alors j'ai un petit souci juste de retour de son. Ouais, on l'entend. Ouais, parce que je m'entends double. Voilà, OK, c'est beaucoup mieux. J'étais à côté de Damien dans la pièce. Voilà, donc je propose de vous montrer directement ceci. Alors ça se paramètre au niveau des séquences, hein, donc outils séquences vente. Vous retrouvez ici l'ensemble de vos différents journaux. Je vais faire le cas, au niveau d'une commande. Donc dans séquence vente événements, on voit qu'on a à présent 2 nouveaux ici, ce qu'on appelle petit menu déroulant, un pour les articles en sommeil et un pour les articles hors stock. On a le choix, donc soit aucun contrôle, soit un simple avertissement, soit un contrôle bloquant. On a les mêmes types de contrôles au niveau des articles hors stock. Alors comment ça fonctionne? Simplement, je fais ici un devis. Je prends mon client, je mets une date de validité à mon devis et j'ai un article que j'ai rajouté, un adaptateur robinet. Donc l'article a bien été rajouté, il n'est pas mis en sommeil pour l'instant. J'enregistre mon document, le voilà enregistré. Si entre-temps, l'article passe en sommeil parce qu'on décide de plus le vendre, il a été arrêté, mais il est toujours présent dans un devis. Voilà, il passe en sommeil. Que j'augmente de statut ce document vers une commande. Quand je vais vouloir enregistrer cette commande, je vais directement avoir le fameux pop-up bloquant qui me dit que certains articles sont en sommeil dans cette commande et donc je ne vais pas pouvoir la sauvegarder. Ça va, la mécanique est exactement la même au niveau du stock. Donc au lieu de vérifier le fameux statut en sommeil de l'article, il va vérifier le stock actuel et il va vérifier que la quantité mentionnée dans le document n'est pas supérieure au stock en cours. Ça va? Donc ceci, c'est la page 31-66. Et donc, il vous résume un petit peu ce que je vous ai dit ici avec les différentes possibilités. Il y a une partie un petit peu plus technique qui permet même d'utiliser ça au niveau du code, donc de vos customizers, plus que l'interface. Alors, hop, voilà. Alors, la deuxième fonctionnalité, c'est la saisie multiple de quantités dans la fenêtre de sélection des articles. Alors là, ça permet en fait un encodage rapide quand on a une recherche à faire. Donc pour activer ça, on part également du point de menu outils séquence vente. Donc on peut actuellement choisir le journal sur lequel on veut activer ceci. Et c'est maintenant au niveau des paramètres. Ici, dans les paramètres du journal de commande, j'ai la saisie multiple quantité qui est activée. Et cela me permet, quand je suis ici dans un journal de commande, je saisis un client. Je vais prendre un article et vous voyez automatiquement que la première colonne est la colonne quantité. Dans cette colonne, je vais directement pouvoir aller encoder des quantités et je valide le tout par Enter. Et on voit que mes deux articles sont venus se rajouter dans la commande avec les quantités voulues. Si maintenant il n'y a pas de choix qui doit être fait et on veut directement un article, on peut tout simplement double-cliquer dessus et c'est cet article-là qui vient être ajouté. Donc voilà, c'est une fonctionnalité en plus par rapport à ce que vous connaissez au niveau de l'écran de liste. Pour la page, hop, on retourne ici en arrière. Il s'agit de la page 31-23.
qui vous résume brièvement ici ce que je viens de présenter. Alors, la troisième fonctionnalité, ça permet facilement en fait de faire une note de crédit par rapport à une facture. Donc c'est vrai qu'on a fait la constatation que généralement pour faire une note de crédit, beh, soit on annule totalement la facture et donc le réencodage, même si on a la possibilité de faire un copier-coller ligne, peut parfois être fastidieux. Donc ici, je vais d'abord vous montrer la page parce que ça nécessite un petit paramétrage au niveau de Mercator, donc il peut demander auprès d'un chef de projet. C'est la page 3157. Donc on va avoir ce petit bouton qu'on va pouvoir placer dans le document qu'on souhaite, par exemple une facture dans ce cas-ci. Et donc il va falloir juste rajouter un champ dans la base de données et puis ce petit objet. Donc ça, à demander à votre chef de projet. Comment ça se matérialise? Beh, je vais peut-être prendre ici une facture, qui a déjà été faite au niveau de mon dossier. Voilà, j'ai cette facture ici et je suis venu rajouter en fait simplement ce petit bouton «Créditer» et lorsque je clique dessus, donc il me pose la question, il me dit: «Voilà, il n'y a pas eu de sélection spécifique des lignes. Est-ce que je crédite l'ensemble du document?» Je réponds: «Oui». Il me laisse quand même choisir mon journal parce que potentiellement je peux avoir plusieurs journaux de notes de crédit et donc il vient automatiquement me remettre le client. Il vient me faire une référence avec le numéro de pièce de la facture ainsi que la date et alors il vient me réinsérer l'ensemble des articles avec une quantité négative. Ça va, c'est assez simple. Par rapport au choix des lignes ici, petit rappel, un raccourci qui est assez pratique, c'est le contrôle B qui permet facilement de se positionner sur une ligne et de venir la sélectionner. Si je prends 3 lignes ici, créditées, il va me faire alors la note de crédit uniquement pour ces 3 lignes. Donc contrôle B à retenir. De toute façon, vous avez l'information quand vous faites un clic droit sur une ligne, sélectionnez ligne, et c'est indiqué dessus. Alors, en termes d'historique, pour le point numéro 4, les nouvelles fonctionnalités, on a fait quelques petites adaptations, pardon. Donc si je vais dans un historique client, on a tout d'abord le choix ici au-dessus. On était limité avant, par l'ID du client. On a rajouté maintenant d'autres clés, le nom, clé 1, clé 2, clé 3. Donc ça, c'est des clés qui sont, définies et propres à votre dossier pour des recherches clients. Donc vous pouvez maintenant les utiliser pour cibler, plus facilement la recherche d'un dossier. Première nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est la possibilité de ne rechercher que les documents d'un client en particulier sur base d'un filtre. Donc imaginons que je suis ici sur mon client Thomas, j'ai la possibilité de faire un filtre sur cette fiche en filtrant la fiche en cours. Voilà, mon filtre est placé, on voit ici le petit entonnoir. Si maintenant je relance mon historique client, et je vais ici dans les menus supplémentaires, on voit que j'ai le filtre qui est rendu disponible. Je clique simplement dessus et il va ici me lister uniquement les factures de ce client. Donc ça évite de venir taper l'ID ou le nom et notamment si maintenant vous avez plusieurs clients dont vous souhaitez consulter l'historique et qui sont facilement filtrables, bah, vous pouvez directement les retrouver ici. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité. La troisième, elle est un petit peu plus subtile. C'est au niveau des recherches, vous savez que quand on recherche un document, soit on tape directement le nom et donc il faut que le nom commence par Thomas, soit on peut placer des petits pourcentages qui permet de dire: «Je veux que le nom contienne Thomas», donc le pourcentage veut dire potentiellement quelque chose avant, potentiellement quelque chose après. Il y a maintenant une troisième possibilité, c'est le égal, pour être certain de n'avoir que les clients, qui s'appellent Thomas. Donc ici, si je mets juste Tom, je ne vais rien trouver. Par contre, si je fais la même chose en mettant Thomas qui est le nom exact, je vais tomber ici sur les factures de mon client. Voilà. Alors, on a rajouté également, un correcteur orthographique, qui peut s'appliquer tant au niveau de vos actions du CRM que dans les signalétiques, donc un petit peu partout, tout ce qui est textbox ou HTML box. Je vais vous le présenter ici de façon assez simple au niveau d'une signalétique article. Donc elle doit être activée, hein. Elle n'est pas activée par défaut sur l'ensemble des contrôles de vos signalétiques. Donc pour l'activer, on le fait via outils, écran signalétique, paramétrage et donc je viens ici dans la fiche article. De nouveau, si c'est un petit peu plus technique, ne pas hésiter à faire la demande à votre chef de projet. Je vais venir ici dans mon champ warning
et vous voyez que vous avez ici le spell check language. Donc par défaut, il sera mis en non, donc non actif. Vous pouvez choisir, la langue ici, ou bien choisir le user selectable, et user selectable permet justement là, de faire un choix au niveau du contrôle avant d'activer. Je vous propose de vous montrer ça de façon plus concrète. Donc ceci est un test. Voilà, test avec 2 T, c'est erroné. Il est surligné en rouge. Je fais un petit clic droit et automatiquement, donc il me propose des corrections par rapport à ce mot. Voilà, c'est assez similaire à ce que vous retrouvez finalement dans un traitement de texte classique. Je peux l'avoir également, donc ici dans un autre type de contrôle. Voilà, et là, ce que j'ai activé, c'est le choix de la langue. Voilà, ici, je n'ai qu'une langue, donc c'est le français, mais il suffit d'installer au niveau de Windows, donc c'est expliqué sur la page, d'autres langues, et pour gérer, ce cas-là. Je vais activer la page à vous donner juste là tout de suite. Oui, c'est la 3134. Voilà, on retourne en arrière. 3134. Voilà, il vous explique un petit peu et justement ce choix de langue ici doit se faire dans les préférences Windows au niveau des langues et des régions. Vous pouvez ajouter des langues et toutes les langues qui seront rajoutées seront prises en compte justement dans ce clic droit correcteur orthographique. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Voilà, peut-être moins dans une fiche signalétique, mais de nouveau dans les actions où c'est un texte potentiellement qui va être affiché, dans un document pour le client, bah, c'est toujours pratique, et important. Alors, le point suivant, ça permet de faciliter la sélection, des rayons famille sous famille, et potentiellement des catégories aussi au niveau des signalétiques. Donc ça, de nouveau, c'est un petit contrôle à rajouter, c'est assez simple, hein. Ça se fait dans votre fiche. Voilà, dans l'onglet compléments, on voit ici qu'on a une nouvelle petite barre de recherche et en fait, je peux simplement, venir mettre soit le nom de mon rayon, soit de ma famille, soit de ma sous-famille et il va me proposer directement toute l'arborescence. Donc ici, j'ai mis DOU, doux. Il va me trouver tout ce qu'il trouve, qui contient doux. Il a vu que voilà, dans une sous-famille ici, j'avais le mot double, donc je clique dessus et automatiquement, il va venir me compléter, le rayon, la famille et la sous-famille. Hem, voilà, donc ça permet, un encodage rapide, c'est assez pratique. Je ne sais pas si j'ai un autre exemple que je peux vous montrer ici. Dans les sanitaires, voilà, dépose, donc si je viens taper simplement dépose, de nouveau, il me liste tout ce qu'il trouve, je clique dessus et il vient automatiquement compléter mes 3 champs. Ça va pour ceci, on est sur la page 31-35, 31-35 et on vous détaille un petit peu justement ces fameuses possibilités. Donc je l'ai fait dans le rayon famille sous famille, c'est également possible au niveau des catégories. Alors le point suivant, c'est la remise à zéro quotidienne de la caisse pour le mode de paiement non cash et je vais lier ça directement à la fonctionnalité suivante qui est la mise à jour d'un prix futur. Donc le concept ici, c'est que depuis, quelque temps, au niveau des versions SQL, donc c'est pas les versions express qui elles sont gratuites et limitées à 10 gigabytes, c'est les versions standards. On peut mettre des requêtes qui sont dites planifiées. C'est des requêtes qui vont être déclenchées à un moment donné, donc on va pouvoir définir facilement, à quel moment on veut qu'elles s'exécutent. Je vais prendre le cas ici, hein, donc je vais aller dans l'éditeur de code et vous retrouverez ici ce qu'on appelle exécuter une requête planifiée. Quand on va cliquer dessus et qu'on va mettre, quelque chose en place, il va nous demander donc à quelle heure et quel jour on veut l'exécuter. Et pourquoi c'est pratique pour nos 2 fonctions? La première, ça nous permet de déclencher, une nouvelle fonction dans Mercator qui est justement la remise à zéro des modes de paiement. Donc c'est la page 31-33. Hop, 31-33 ici.
Voilà, c'est simplement ceci est exécuté, le reset non cache et donc ça vous permet, vous, quand vous faites un contrôle de caisse, vous comptez de toute façon le cash, en début de journée, en fin de journée, vous faites vos remises en banque, mais tout ce qui est banque contact, Visa, Mastercard, il est fait automatiquement, et vous ne devez plus le faire ou bien, dans certains de chez nos clients, justement, ce montant-là restait et s'accumulait avec le temps. Ici, ça vous permet de remettre ça à zéro facilement et donc comme vous le voyez, si on exécute simplement ceci dans l'éditeur de code via l'exécution planifiée, on a un petit écran qui va apparaître et on va pouvoir choisir la fréquence, le jour, l'heure et lancer ceci. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième, justement, c'est pour les prix futurs, où dans votre Mercator, on pourra avoir 2 champs. On pourra avoir le prix actuel, on pourra avoir le prix futur avec la date à laquelle il doit s'exécuter et via cette petite, exécution planifiée, le jour J, automatiquement, le prix, TVA incluse hors TVA au choix, sera remplacé par le nouveau prix futur que vous aurez, établi à l'avance. Donc voilà, assez pratique. De nouveau, peut-être ici à utiliser avec votre chef de projet, revenir vers lui, dans le cas où vous êtes, comme je vous l'ai dit, avec un Mercator standard. Donc tous les dossiers cloud chez nous sont sur du standard. Si maintenant la base de données est hébergée chez vous, il faudra vérifier ou demander à votre chef de projet si c'est le cas. Alors la fonction suivante ici concerne la gestion centralisée du logo d'une entreprise. Que je lie avec, finalement le point suivant qui est les multiples paramètres d'identification. Donc voilà, on s'est rendu compte que dans Mercator, on avait parfois certains de nos clients qui utilisaient un seul même dossier pour potentiellement 2 sites et donc on dédoublait au niveau des journaux, voilà, un journal 1 com pour le site 1 et un journal 2 com pour le site 2. Le seul problème avec ça, c'est que, le site 1, il a sa propre adresse, potentiellement son propre logo et donc on devait aller mettre ceci, à un endroit dans Mercator. Donc généralement, on allait le mettre au niveau des journaux. On allait dans chaque journaux, utiliser potentiellement les champs libres pour aller préciser les adresses. On a voulu un petit peu simplifier ce processus et donc on a créé dans outils identification, donc ça vous le connaissez. Par défaut, on a une seule fiche où on remplit les infos de l'entreprise. Maintenant, on peut chaque fois en rajouter une deuxième, troisième, quatrième, donc il y a pas de limite à ce niveau-là. Et donc dès qu'on en rajoute une, simplement quand on va retourner dessus, on voit qu'on a un numéro 1, numéro 2 et donc dans la numéro 2, voilà, j'ai mis créaplomb 2. Donc ça, c'est une nouveauté. La deuxième, c'est la gestion du logo. Donc le logo maintenant n'est plus mis directement, par exemple, dans vos layouts d'impression. On peut venir le mettre dans votre fiche d'identification. Voilà, le logo créaplomb, il est mis ici pour l'instant. Hem, J'en ai mis un. Si maintenant je veux en mettre un autre, dans ma deuxième fiche, j'ai mis un deuxième logo. Ça fonctionne comme tous les champs images de Mercator. Clic droit, simplement sélectionner image et vous venez prendre l'image qui est stockée sur votre ordinateur, vous enregistrez et donc c'est cette image-là qui va apparaître. Alors la seule chose pour choisir, quelle fiche d'identification correspond à quel journal, ça se définit au niveau des séquences. Donc dans outils séquences vente, de nouveau, on retrouve l'ensemble de nos journaux. Voilà, ici pour mon journal Infact, je peux lui dire que lui aura la fiche d'identification numéro 1, et potentiellement mon journal de commande, je peux lui dire que lui a la fiche d'identification numéro 2. Si je mets 2 ici, j'enregistre, je vais dans mon historique, je vais chercher une commande qui aura été créée, voilà et si maintenant je la prévisualise, on voit qu'il a récupéré les informations de ma fiche 2 avec mon nouveau logo et mon nouveau nom. Voilà, assez simple et ça vous permet d'avoir plus d'autonomie justement quand vous devez à un moment donné changer vos logos ou changer les informations, coordonnées, numéro de téléphone, adresse de votre entreprise. Alors le point suivant, c'est le payment tracing. Oui, pardon, j'ai pas précisé juste la page ici, c'est la page 31-25. Hop, voilà, qui vous explique ce concept, de logo. Et pour les multiples paramètres, on est sur la page 30-79 qui vous explique l'ajout et le choix après qui est disponible. Ça va? Pour rappel ici, on vous recommuniquera de toute façon l'ensemble des pages si vous n'avez pas eu le temps de noter. Alors le point suivant, c'est le payment tracing.
Donc ce point-là nous permet justement d'avoir un meilleur suivi au niveau de la gestion des paiements et notamment dans la gestion des acomptes. Donc vous savez que si on prend un paiement au niveau d'une commande, la commande va augmenter de statut. Potentiellement 2 commandes vont être augmentées, dans le même document et il est parfois difficile de savoir, qu'est-ce qui a été payé, dans le passé, avec quel mode de paiement. Donc on a rajouté, ce qu'on appelle un nouvel objet. Je vais peut-être vous prendre la page pour vous montrer ça et puis on ira dans le Mercator. Donc le paiement tracing, c'est la page 3152. 3152, voilà, et donc ça se présente sous cette forme. Donc c'est un objet qu'on vient rajouter au niveau, de pied de vos documents ou un nouvel onglet. Pour activer ceci de nouveau, il faut ajouter un champ dans la base de données, donc faites appel à votre chef de projet, en quelques minutes ceci est activé et donc au niveau, des factures, ben, on va faire un test ici, hein. Je vais faire 2 commandes. Donc j'ai une première commande, voilà, je vais prendre un article avec une douche. Je vais prendre un paiement, un acompte, voilà, en cash sur cette commande. Je l'enregistre. Je vais faire une deuxième commande pour ce même client. Voilà, une baignoire cette fois-ci. On va de nouveau prendre un acompte. On va payer en banque contact. Je l'enregistre également. Voilà, donc l'idée ici, c'est de se dire, bah, ces 2 commandes, bah, avec le temps, elles vont pouvoir être traitées, livrées au client. Donc je vais simplement les augmenter de statut. J'augmente la première dans un bon de livraison. On va faire les choses proprement, les 2 peuvent être livrés au même moment, donc j'augmente la deuxième. Mercator me propose, comme le bon de livraison est ouvert, de transformer ceci vers le document déjà ouvert. Dans le même document, je mets oui, donc j'ai mes 2 commandes qui sont ici rassemblées dans mon bon de livraison et je vais l'augmenter de statut directement en facture. Voilà, je suis ici. Mon paiement, beh, j'ai un solde à payer vu que je n'avais payé que des acomptes et imaginons que je paye en Visa le solde. J'enregistre ceci et je vais retrouver au niveau, donc moi j'ai créé un nouvel onglet ici qui est tracing, mais donc cet objet-là peut se mettre n'importe où, il peut se mettre dans l'écran principal, il peut se mettre en dessous de vos modes de paiement. Je vais avoir le détail, donc je vais avoir les dates des documents avec les heures, le type de document et le mode de paiement qui avait été utilisé à ce moment-là avec le montant. Ça donne beaucoup plus de visibilité par rapport à ce qu'on avait avant. Avant, on avait juste la zone ici à compte avec le montant total. Maintenant, vous avez le détail de ce montant pour s'assurer et avoir un meilleur suivi du paiement de vos clients. Hem, Ici, je n'ai pris que 2 acomptes. S'il y a des reçus, par exemple, qui sont rattachés à des commandes, donc imaginons qu'une commande est payée en 3 fois. La première fois, on met directement le mode de paiement dans la commande. Mais imaginons qu'il paye 3 jours plus tard une deuxième tranche, ben, on sait qu'on doit faire un reçu pour ça, parce que le paiement doit être à la bonne date, hein. Donc on lie le reçu à la commande et ça apparaîtra également au niveau du document. Ça va, vous avez tout le détail ici qui est donc précisé au niveau de la page, avec tous les mouvements et on voit ici, par exemple, la gestion, des rendus et potentiellement des reçus. C'est expliqué, mais c'est dessus. Voilà, donc ça, le paiement tracing, assez pratique et c'est disponible via donc un petit paramétrage au niveau des journaux dans lesquels vous voulez voir apparaître ceci. Alors, la mise en sommeil des articles par document. Alors, le point suivant, c'est la page 31-37. 31-37, voilà. Donc là, c'est simplement des petits champs à rajouter, dans votre signalétique article, qui permet en fait, de d'affiner un petit peu la mise en sommeil. Donc la mise en sommeil, vous savez qu'elle vous bloque tant à l'achat qu'à la vente et à la production. Ici, on a voulu rendre disponible le fait de dire: «Ben voilà, mon article, je sais potentiellement que je ne vais plus pouvoir le recommander parce qu'il n'existe plus chez mon fournisseur, mais je dois encore pouvoir écouler mon stock en cours» et donc je peux dire qu'il est en sommeil uniquement pour l'achat, mais pas pour la vente.
Et donc c'est des champs simplement à rajouter. On vient les mettre où on veut. Je les ai mis ici, voilà, sommeil vente, sommeil achat et donc simplement si l'article est coché sommeil achat, beh, vous quand vous allez essayer de l'insérer dans un document d'achat, il ne sera pas disponible. Voilà, assez classique par rapport à ce que vous connaissez là. Le point suivant, alors là, c'est la duplication, simplifiée des devis ou des commandes ou des brouillons. Bah, ça aussi, c'est quelque chose que vous utilisez assez souvent, hein. Donc vous savez que dans Mercator, il y a la possibilité de garder, potentiellement des reliquats et notamment de toujours conserver des devis si c'est quelque chose un template que vous utilisez pour refaire des documents. Et donc si je viens prendre simplement un devis qui aurait été créé dans le passé, voilà, j'ai un devis ici. Mais si je veux le récupérer pour un autre client, simplement édition, dupliquer. Si jamais j'ai plusieurs journaux de type devis, bah, je peux choisir lequel et automatiquement, il est venu me créer un nouveau document avec l'ensemble des lignes et donc il me suffit ici soit de changer le client, soit de garder le client et d'adapter le devis. Donc voilà, c'est assez pratique, ça permet, notamment de contourner un petit peu ce qui était disponible à présent pour, l'importation des documents clients. Ou bien même de faire un fameux copier ligne, coller ligne, qui est également une fonction disponible et qui permettait de faire ça jusqu'à présent. Donc on a simplifié ce processus pour l'ensemble des documents. Et alors le dernier point ici que j'ai à vous présenter, c'est la possibilité de revoir les données d'origine d'un document. Donc ici, on n'est pas dans l'auditing, hein, quelque chose qui avait été développé il y a quelques mois. C'est simplement de se dire, voilà, si j'ai un document que j'ouvre ici, que je viens adapter les quantités, et puis je me dis, mince, je ne sais plus ce que j'avais à l'origine, je pense que je me suis trompé. On peut simplement faire un clic droit sur la grille, ligne d'origine, et on a petite fenêtre qui va apparaître avec l'ensemble des articles, et on voit simplement que pour mon article coûte 45 PVC, beh, la quantité était de 10 et je suis passé à 8. Voilà, donc c'est un auditing en direct. C'est pas quelque chose qui est archivé dans ce cas-ci, mais ça c'est rendu possible via, l'auditing des documents, qui est une fonctionnalité qui est présente, chez Mercator depuis plusieurs mois. Et alors pour avoir accès à la page, donc ça, ce n'est pas une page directement, c'est un article qu'on avait publié, au niveau de notre site avec les 4 nouveautés, heu et donc qui reparle de la duplication d'un document, de revisualiser les données d'origine, ce qu'on a vu ici, créer rapidement une note de crédit et l'avertissement pour les articles en sommeil dans les documents. Voilà, ici j'ai fait le tour, des fonctionnalités, donc il faut juste savoir ce format-là, c'est quelque chose qu'on va essayer de reproduire. Tous les X mois en fonction, des petites nouveautés qu'on aura sorties. Comme ça, vous êtes au courant, de ce qui est fait et vous pouvez activer ceci, ou nous demander de l'activer dans votre dossier si vous jugez utile ça, pour votre activité. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On va passer à une petite session questions-réponses et ça sera également l'occasion de faire quelques remarques. Ne pas hésiter, potentiellement si la présentation est un peu trop rapide, s'il y a trop de points qui sont couverts, voilà, un peu avoir votre retour sur ce premier format, de présentation des fonctionnalités Mercator depuis la version 10.10. Merci pour votre attention.